Eh bien, nous allons commencer. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire PEI Santé du végétal Pays de la Loire, Focus Biocontrôle. Je me présente, Élodie Pipon, chargée de mission à Végépolis et en charge de l'animation d'un des volets de ce projet PEI Santé du végétal, dont je vais vous parler un peu plus en détail par la suite. Je suis accompagnée de Maxime Chabalier, conseiller spécialisé en maraîchage et animateur de réseau de ferme Défi Ecophyto en Vendée. Donc nous allons démarrer et je vais commencer en guise d'introduction par vous présenter le PEI Santé du végétal rapidement. Donc c'est un projet partenariat européen pour l'innovation, projet régional Pays de la Loire porté par la Chambre d'agriculture qui a démarré donc au printemps 2018 et qui a pour finalité d'aider les agriculteurs à améliorer la gestion sanitaire de leur culture. Il porte sur deux grandes thématiques que sont la diversification des cultures et la protection alternative des cultures. Donc, les objectifs au sein de ce projet interfilière, c'est d'identifier, de compiler et de diffuser des connaissances déjà acquises et opérationnelles pour les agriculteurs, et d'accompagner au sein de groupes opérationnels des agriculteurs testant des pratiques et modes d'organisation alternatifs. Et moi, j'anime l'un des volets de ce projet qui porte plus particulièrement donc, sur les pratiques alternatives en protection des cultures et sur les connaissances et savoir-faire disponibles en interfilière. Donc, l'étude que je mène comporte différentes actions. La première, c'est d'établir un panorama des pratiques actuelles au niveau du terrain et des solutions disponibles actuellement ou en cours de développement. C'est également d'identifier les leviers ensuite les plus pertinents pour le contexte régional et notamment ceux pouvant être transposés d'une filière à une autre. Et c'est la construction d'un plan d'action pour en favoriser l'appropriation par les agriculteurs. Donc les données que je vais vous exposer aujourd'hui s'intègrent dans la première action, le panorama des pratiques. Il s'est appuyé sur une méthodologie basée sur des entretiens semi-directifs auprès d'environ 80 experts de différentes filières végétales, puisque c'est un projet interfilière, je le répète. Et donc l'enjeu, lors de mes échanges avec eux, c'était d'identifier les pratiques actuelles, mais également leurs projets en cours de réflexion, les projets en cours de développement, pour avoir un panorama complet de l'actuel et de la situation potentiellement en devenir. Donc point de vigilance en préambule, je vais vous présenter une synthèse de l'ensemble de ces échanges avec une approche qui est quand même qualitative. Ces données en fait vont surtout servir à alimenter les étapes suivantes du projet, les échanges et les travaux futurs entre les différents acteurs des différentes filières impliquées. Donc comme je l'ai dit, on est sur un projet multi-filières mais aussi multi-levier. Mais aujourd'hui, on va faire un focus sur le levier biocontrôle qui a été identifié comme l'un des leviers d'action prioritaire pouvant être mobilisés sur la région. Donc, très rapidement des éléments de définition dans un premier temps. Donc, produits de biocontrôle, donc définis dans le code rural et de la pêche maritime comme étant des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Donc 4 grandes solutions, là aussi je passe rapidement, macro-organismes, médiateurs chimiques, micro-organismes et substances naturelles. Et donc si on fait un premier focus sur les solutions qui ont été présentées par les experts que j'ai pu interroger comme étant présentes, diffusées sur le terrain. Donc voilà un peu ce qui a pu être cité lors de mes différents échanges. Moi, je vais appuyer sur ceux qui vraiment ont été assez régulièrement plébiscités, cités comme présents sur le terrain. Donc, en ce qui concerne les macro-organismes, on avait les trichogrammes, macrolophus, acariens prédateurs, coccinelles, chrysopes, parasitoïdes de pucerons.
Au niveau médiateur chimique, donc diffuseur, piège, outils de suivi, était cité pour le suivi par exemple des carpocaps ou des tordeuses. Au niveau des micro-organismes, virus granulose, bacillus, BT. Et au niveau des substances naturelles, soufre, phosphate ferrique, bicarbonate de potassium et également parfois sucre ou huiles essentielles. Alors du coup, lors de mes échanges, on insistait beaucoup avec les différents experts sur leur perception du niveau d'efficacité des différents leviers évoqués, mais également du niveau de diffusion selon eux au niveau du terrain. Donc les graphiques que vous avez sous les yeux présentent un peu le positionnement des curseurs selon les différentes filières. On est véritablement dans des notations à dire d'experts, on est sur une synthèse, donc ces éléments sont à prendre à titre indicatif, sachant qu'en plus, même au sein d'une même filière, la perception, efficacité, diffusion pouvait varier. Mais néanmoins, c'est une première base de travail pour alimenter les échanges et les travaux par la suite. Donc, on observe dans un premier temps que on a peu de variations que de niveau de positionnement des curseurs entre le graphe efficacité, le graphe diffusion. On observe en fait une certaine corrélation. Alors, si vous participez à d'autres webinaires par la suite, vous verrez que pour d'autres leviers, on ne constate pas cette même corrélation. Mais là, on est dans des solutions qui étaient souvent citées comme des solutions de substitution. Et de fait, quand une solution était jugée efficace, en général, elle était aussi diffusée parce que voilà, elle impactait peu finalement les pratiques du producteur. Alors ça reste à modérer, mais globalement, pour ce levier-là, c'est ce qu'on pouvait a priori constater. Ensuite, on a deux niveaux de lecture qui peuvent être mis en évidence. C'est que déjà, bien évidemment, on a un niveau efficacité diffusion qui varie d'une filière à une autre, mais également au sein d'une même filière, selon le mode de production, on voit qu'on a des diversités de niveaux d'efficacité et de diffusion, notamment en milieu ouvert, plein champ, où en fait les solutions de biocontrôle apparaissent selon les experts comme moins efficaces ou avec une efficacité plus variable et de fait sont un peu moins diffusées. On a quelques exceptions néanmoins avec par exemple le soufre ou le phosphate ferrique, mais également les trichogrammes contre la pyrale. Alors cette variabilité se dénote aussi en fonction du type de solution utilisée. Et en synthèse, on pourrait positionner le curseur comme suit, à savoir que pour les experts ayant un bon niveau de diffusion et de fait d'efficacité, on retrouve des solutions avec un historique important qui sont aujourd'hui bien intégrées au niveau des systèmes de production. Et donc on peut citer les exemples de la confusion sexuelle en culture pérenne, arboriculture, viticulture, ou encore les macro-organismes mobilisés dans le cadre de la PBI dans des milieux fermés, en maraîchage par exemple, ou en horticulture. Donc des solutions qui ont une efficacité reconnue depuis un bon nombre d'années et qui du coup se retrouvent sur le terrain. Et ensuite, avec un niveau de diffusion plus modéré ou plus variable entre les filières ou même au sein d'une même filière, on va retrouver les solutions à base de micro-organismes, puis ensuite à base de substances naturelles, où là c'est plus complexe de percevoir le niveau de diffusion. C'est aussi lié au fait qu'il y a un grand nombre de solutions qui se développent sur ces secteurs. Néanmoins, on a quand même des solutions qui sont bien ancrées. J'ai cité la carpovérusine ou le BT par exemple, ou le phosphate ferrique, etc. Mais globalement, ces solutions, micro-organismes produits à base de substances naturelles, pour les experts, c'est plus difficile à appréhender parce qu'ils peuvent avoir une efficacité parfois plus variable. Notamment, ils citaient des conditions particulières de mise en œuvre ou de maintien pour vérifier la présence des micro-organismes, par exemple. Et du coup, un niveau de diffusion plus limité. Néanmoins, ils ont tous été plutôt d'accord pour dire que même si on a un niveau de diffusion aujourd'hui limité, ces solutions se développent de plus en plus et il y a un fort potentiel dans ces différents produits. Donc, si on devait faire un bilan en quelques mots du regard des experts interrogés sur le levier biocontrôle, alors de façon globale, ils mettaient en avant le fait que ces solutions, en effet, étaient un atout pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires et pouvaient même parfois s'intégrer dans des démarches, par exemple, zéro résidu, donc pouvaient se valoriser. Certaines solutions avaient un bon historique.
Mais ces solutions pouvaient apparaître encore comme coûteuses, notamment à l'achat, d'efficacité moindre ou du moins d'efficacité plus variable, ou des produits parfois complexes à utiliser, plus complexes à utiliser au regard des modes d'action ou des conditions d'application, etc. Alors à cela s'associe un nombre croissant de solutions qui arrivent sur le marché, notamment en ce qui concerne les micro-organismes et les substances naturelles. Donc les experts y voient un vrai atout parce qu'on va augmenter la disponibilité de ces solutions sur le marché. Après, quid des plus petites filières où là, parfois, on a des développements qui sont plus faibles. Mais cette croissance du nombre de solutions peut être aussi source de questionnement. Voilà, face à un nombre croissant de solutions, laquelle choisir, quelles efficacités, est-ce qu'il faut effectuer un tri, etc. Donc c'est des interrogations qui revenaient assez souvent. Ils mettaient en avant, ces experts, l'importance de la clarification des méthodologies ou des protocoles en lien avec l'utilisation de ces produits, et évoquaient aussi pour certains la possibilité de peut-être plus travailler en collaboration avec les firmes pour aboutir à des solutions plus adaptées aux contraintes des producteurs et au contexte d'utilisation. Un autre événement qui revenait de façon récurrente lors des différents échanges, c'est l'importance de l'accompagnement technique, mais aussi humain, dans l'appropriation et l'intégration de ces solutions au sein des exploitations. C'est un accompagnement de la part à la fois au niveau des conseillers, mais aussi des producteurs. Et donc, au niveau des producteurs, ça pouvait passer par du suivi individuel à l'échelle de l'exploitation, mais aussi était plébiscité l'accompagnement collectif au sein de groupes de travail, de groupes de développement, mais également au sein de groupes défis. Maxime pourra en témoigner ensuite, afin en collectif de mieux appréhender le travail avec des produits qui peuvent être des produits vivants, mais également de façon plus synthétique, d'accompagner les producteurs à l'emploi de solutions qui peuvent modifier les pratiques actuelles ou qui s'appréhendent de façon différente des produits qui étaient habituellement utilisés. Dans tous les cas, on constate, les experts constatent une problématique importante de diffusion de l'information auprès d'eux-mêmes ou auprès des producteurs, et surtout auprès des producteurs qui ne sont pas engagés justement dans ces démarches collectives. Du coup, il y a une réflexion à mener sur cette communication, et c'est justement tout l'enjeu du projet PEI Santé du végétal, ces notions de diffusion et d'appropriation des techniques au niveau du terrain. Et donc enfin, pour conclure sur cette partie bilan, ce qui était souvent en conclusion mise en avant par les différents référents, c'était l'importance des approches globales et systémiques pour appréhender ces solutions. Là où, comme je l'évoquais, elles sont souvent considérées encore comme des solutions de substitution, faut les appréhender et les intégrer comme un des leviers possibles à la réduction de l'emploi de produits phyto. Et du coup, en les combinant avec d'autres leviers agronomiques, on peut en optimiser l'efficacité. Alors, là, on a parlé beaucoup des pratiques actuelles, mais avec eux, avec ces différents experts, j'abordais également tout ce qui était projet en cours, pistes de réflexion. La conclusion rapide que je peux donner, c'est que l'ensemble des filières se penchent sur le levier biocontrôle, sur différentes thématiques, que ce soit la question des traitements de semences, de la confusion sexuelle, des huiles essentielles, des extraits végétaux, de l'identification de nouveaux auxiliaires. Donc voilà, on est vraiment sur des thématiques très diverses, et c'est un sujet qui travaille toutes les filières. Ça s'exprime au niveau projet locaux, mais également au sein de projets, on va dire, plus formels, plus globaux. Donc, un certain nombre de ces projets ont pu être mis en avant lors de mes différents échanges. Je ne vais pas tous les citer, mais je peux en citer quelques-uns qui portent par exemple sur le développement d'alternatives naturelles pour la protection des semences, projet Green Protect, le projet 1000 pommes bio, plutôt milieu pommes de terre, des projets plutôt filière viticulture, ou du moins étude du potentiel des extraits de sarment de vigne comme traitement alternatif contre le mildiou, le projet ActiSarm, ou le projet Coshorty qui lui aborde plutôt l'optimisation du contrôle biologique des cochenilles en horticulture. Voilà, ça c'est des exemples, mais il y en a plein d'autres.
de façon plus générale, dans le cadre du consortium biocontrôle, il y a le projet XPBC qui vise à la mise en place de réseaux d'expérimentation pour soutenir le développement et l'utilisation des produits de biocontrôle. Donc c'est un projet vraiment qui mobilise différentes filières, sans oublier l'ensemble des projets défis XP ou des projets menés au sein des différents groupes défis fermes qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, où bien évidemment le levier biocontrôle est travaillé, mais il est travaillé dans le cadre aussi d'expérimentation ou de projets multi-leviers. Et cet aspect multilevier, lui, sera abordé dans un autre webinaire, de cette série. Et donc j'en terminerai avec la base même de ce projet PEI Santé du végétal, la notion d'interfilière. C'est une notion qui est plébiscitée par l'ensemble des filières interrogées, même si les experts estiment qu'aujourd'hui c'est pas assez déployé et qu'on pourrait être amené à plus le faire dans l'avenir pour aller plus loin dans les travaux réalisés actuellement indépendamment. Donc les rapprochements possibles pour synthétiser, qui ont été pensés, imaginés par les experts quand je les interrogeais sur ces notions d'interfilière, c'était par mode de production dans un premier temps, rapprochement entre cultures pérennes, entre production sous abri ou production plein champ. Mais quand on creusait un peu, c'est vrai que les aspects problématiques communes pouvaient revenir. Et donc, par exemple, l'oïdium, les thrips, les tordeuses, les pyrales, le mildiou, les milligètes, on peut être cités comme des problématiques mobilisant différentes filières. On peut citer également Drosophila suzuki qui inquiète les filières arbo, viticulture, maraîchage, et donc qui pourrait peut-être être réfléchi en commun. À une échelle plus globale, les experts estiment aussi qu'un travail pourrait être mené conjointement sur tout ce qui est gestion de la lutte biologique menée à l'échelle d'un paysage ou d'un territoire. Et si c'est pas une gestion, une réflexion commune. Ou encore des réflexions communes, là aussi, sur le développement de protocoles d'évaluation, d'expérimentation, de méthodes d'analyse des résultats, tout ça en commun pour travailler sur la thématique biocontrôle. Donc l'interfilière, qui est la base même de ce projet, est vraiment vue comme un moyen de mutualiser les forces, de s'inspirer des autres filières qui pourraient être plus avancées sur un sujet ou sur un autre. Donc qui pourrait être contributrice, par exemple la filière PAM qui peut être potentiellement fournisseuse de solutions pour des travaux sur le biocontrôle. Donc voilà, l'ensemble des éléments que je viens de vous présenter constituent une première brique de ce projet. Ce qui va venir ensuite, c'est des étapes pour travailler sur vraiment les notions de diffusion, d'appropriation des solutions alternatives, toutes confondues. Et puis les résultats qui ont été présentés pourront également amener à ouvrir de nouvelles pistes d'innovation. Donc on est sur des résultats qui, somme toute, sont qualitatifs, mais qui vont être là tout de suite illustrés par un exemple plus concret de mise en œuvre, donc avec le témoignage de Maxime Chavalier, qui donc lui-même a participé aux entretiens de ce projet et qui va nous donner son retour d'expérience en tant qu'accompagnant. Bonjour, donc Maxime Chavalier, responsable d'un groupe défi en Vendée et conseiller en maraîchage. Donc au niveau de la présentation, je vous propose de discuter ensemble de comment intégrer le biocontrôle dans les exploitations en maraîchage. Donc tout d'abord, on va faire un point sur l'intégration du biocontrôle sur les exploitations défis. Ensuite, comment intégrer le biocontrôle dans des exploitations, on discutera de 2 cas concrets. Et enfin, comment recueillir les connaissances et les actions, et notamment au niveau de l'interfilière. Donc, ces diapositives sont extraites d'une présentation que Cathy Ecker a présentée à Balandran. Il y a un lien un peu plus tard dans les diapos, vous pourrez la retrouver plus tard. Donc, il s'agit ici des réductions d'IFT au sein de la filière légumes par rapport à la création des groupes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des réductions importantes sur la filière légumes au niveau des réseaux défis fermes.
et qu'on a des réductions qui vont de 36 à 45% et qu'on a des IFT qui sont globalement plus bas au niveau de l'agriculture biologique, mais qu'on arrive quand même à des réductions au niveau de ces systèmes. Donc ici, vous pouvez retrouver donc un focus sur la part donc justement des différentes interventions. Attention, on n'est plus en IFT. Donc là, c'est le nombre d'interventions qu'on a au niveau des systèmes et c'est la part de ces interventions qui sont réparties entre le biocontrôle, le cuivre, on a souhaité faire un focus sur cette matière et les différents autres produits phytosanitaires. Donc on voit que le biocontrôle est plus largement intégré au niveau des exploitations d'agriculture biologique, au niveau des exploitations de défis et un petit peu moins en conventionnel, même si cette part augmente très largement ces dernières années. Donc sur ce diaporama, vous pouvez retrouver l'ensemble des cultures avec une classification donc, de ce nombre d'interventions par culture. Donc ça permet de voir un petit peu sur quelle culture ce levier est le plus utilisé. Donc sans surprise, on retrouve des cultures à forte valeur ajoutée telles que le concombre, la tomate, les courgettes et autres, qui sont principalement donc des cultures qu'on va retrouver souvent sous abri, ainsi que l'aubergine. Donc on retrouve voilà les familles et les espèces qui ont aussi la plus grande gamme de biocontrôle disponible actuellement sur le marché. Donc ici, toujours sur cette base de données, on retrouve donc la classification des produits de biocontrôle dans le réseau DEFI en fonction de leur fréquence d'observation. Donc en gros, c'est les biocontrôles les plus utilisés actuellement. Donc on peut revoir donc différents types de produits qui sont aussi bien des insecticides que des fongicides et qui sont généralement utilisés. Donc par exemple au niveau de mon groupe, il y a une grosse partie de cette gamme qui est également utilisée. Donc maintenant, on peut voir que les les biocontrôles qui sont récents sont pas encore là, mais ils vont apparaître très très vite. Donc comment est-ce que ça marche pour ces intégrations de produits au niveau des fermes, au niveau de défis? Donc on commence par des co-constructions au niveau avec les agriculteurs, donc en groupe avec soit des jeux d'animation, soit juste des discussions ou des espaces de travail. Par la suite, une fois ce jeu de co-construction, l'agriculteur rédige un petit peu un nouvel itinéraire, une nouvelle rotation ou s'engage sur la mise en place de nouvelles pratiques. Puis on va l'accompagner tout au long de l'année au niveau du groupe pour l'aider à mettre en place ses pratiques, pour le suivre avec lui et pour faire des bilans en cours de saison, parce que tout seul, il n'a pas forcément le temps de suivre exactement tout ce qui se passe. Puis on fait donc des réunions, on fait des visites de parcelles, on fait des actions de communication, on fait des visites qui sont ouvertes à d'autres agriculteurs. Et à la fin de l'année, on refait à nouveau un bilan où on remarche, on rééchange sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que ça a changé au niveau de son système et qu'est-ce qu'il faudrait reconcevoir. Et donc c'est souvent là que d'autres agriculteurs s'approprient la pratique. Donc un premier exemple, donc ça a été et qui s'est fait rapidement, ça a été une substitution du soufre. Donc on avait beaucoup d'agriculteurs qui souhaitaient substituer cette matière active. Alors un des premiers enjeux n'était pas forcément l'environnement au début, mais plus parce que ça abîmait trop leurs bâches, tout simplement. Et puis évidemment un volet environnemental pour certains d'entre eux. Donc il y a différents produits qui étaient proposés à la gamme et des résultats d'essais montraient que 3 d'entre eux étaient un peu plus intéressants que les autres. Donc rapidement au niveau de quelques exploitations, certains ont souhaité donc revoir leur système de protection par rapport à l'usage de ce produit. Donc un jeu de construction a été mis avec des modifications des itinéraires. À la fin de l'année, donc les résultats ont été diffusés au niveau du groupe et d'autres personnes extérieures, et le transfert a été très vite fait puisque dès l'année suivante, ça a été très largement diffusé au niveau du groupe et des autres acteurs. Certains points sont encore non maîtrisés
parce que dès qu'on change un équilibre au système, ça change tout. Donc on a notamment des maladies entomopathogènes sur pucerons qui apparaissent, donc qu'on n'avait pas forcément avant. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Mais on a également cette maladie qui apparaît sur des auxiliaires de PPI, notamment Macrolophus pygmeus, alors qu'on n'avait pas le cas avant. Et on a chez certaines exploitations une augmentation des acariens qui ne posait pas problème avant. Donc il faut rejouer sur les équilibres pour remaîtriser l'ensemble du système. Donc un autre cas de diffusion est l'utilisation de l'auxiliaire Macrolophus pygmeus, donc qui lui est largement utilisé au niveau du réseau, pas encore par tous les acteurs, mais par une grande partie. Cependant, avec le cas des lâchers classiques, comme c'est fait chez les exploitations, avec des lâchers en début de saison au moment de l'installation des cultures de tomates, notamment par exemple, on a une installation de l'organisme qui est assez lent et qui souvent intervient trop tard par rapport aux besoins et aux prédateurs qui arrivent. En effet, souvent, on a une explosion du pic de population 2 à 3 semaines après l'arrivée des ravageurs, ce qui est beaucoup trop tard. Donc l'idée est d'utiliser une plante de service au niveau des équilibres. Donc en l'occurrence, il s'agit d'un souci. Donc c'est une technique qui a été développée dans le cadre du projet MacroPlus piloté par le GRAB. Donc l'idée est de garder les auxiliaires de l'année passée et de les réutiliser l'année suivante. Donc on les fait hiverner et se multiplier sur les pots de soucis. L'avantage c'est que du coup ils sont acclimatés pour l'année suivante. Donc on a des auxiliaires qui sont présents, qui se sont multipliés et avec tous les stades de développement déjà dans la culture au moment où les ravageurs sont présents. Donc cette technique a été mise en place chez certains des agriculteurs, puis elle s'est ensuite largement a commencé à se diffuser. On travaille encore actuellement à son développement. Cependant, le principal problème est que il faut prendre un petit peu de temps au mois d'août pour faire ses pots de soucis et que voilà, pour l'instant c'est une limite physique et horaire. Donc là, vous voyez les courbes d'installation de Macrolophus qui se font plus rapidement que lorsque c'est par lâcher classique. Donc, donc la technique s'est assez bien développée. Donc en fait, donc là vous voyez donc au niveau des courbes, donc la répartition des Macrolophus dans la culture de tomates qui se fait avant l'arrivée des ravageurs, donc les pucerons en vert. Et ensuite, ceux-ci sont donc largement maîtrisés par l'auxiliaire. Donc ici c'est l'étude économique un petit peu, donc on voit que c'est une technique qui marche bien. Ce qui intéresse beaucoup les agriculteurs, c'est que ça leur permet une installation plus réussie des Macrolophus, parce que chez certains d'entre eux, donc il y a des grosses difficultés d'installation de cet auxiliaire. Or la présence des soucis permet de les maintenir, même s'il y a des nourrissages qui se font parfois pas de façon correcte. Donc ça permet de rendre le lâcher et l'installation de l'auxiliaire plus robuste. Donc des vidéos ensuite sont faites lorsque les leviers sont mis en place, donc un lien a été fait. Donc et ça permet d'être un outil de diffusion des leviers qui est parfois un peu plus intéressante que les fiches techniques conventionnelles qu'on trouve aujourd'hui. Donc d'autres pistes de réflexion sont suivies, donc des caméras, des développements des outils connectés tels que des pièges connectés. On a également eu des multiplications donc d'aphidus sur des pucerons qui se retrouvaient sur ces soucis, avec des protections d'autres cultures plus en amont que les tomates. Donc on a encore du travail à faire sur les plantes de service qui permettent des protections multiples et des installations d'auxiliaires beaucoup plus larges que ce qu'on pensait. Et donc on manque actuellement de recul sur beaucoup de données en biocontrôle. Et là, je parle plus des produits en général. Donc, suite aux échanges avec différents partenaires et collègues au niveau du défi, donc un fichier de recueil des informations et justement des niveaux d'efficacité des produits qui sont parfois différents de ce qu'affichent les firmes,
Donc un fichier a été mis en place et les différents partenaires ils saisissent leur niveau d'efficacité, que ce soit efficacité au stricto sensus ou juste avis producteur, et permettent d'avoir un avis un petit peu sur les différents produits et de se faire une idée. Donc je vous présenterai la base un petit peu plus tard. Donc ça c'était juste une présentation pour vous dire que d'autres plantes de service sont travaillées sur d'autres cultures. Et donc on a eu ici par exemple une protection d'aubergines avec des plantes de service installées plus tôt et des arrivées d'auxiliaires plus précoces. Donc au niveau de la base de biocontrôle, donc il y a une carte des usages qui est mise en place. Donc cette carte permet de répertorier l'ensemble des matières actives disponibles par cible et par culture. En double-cliquant, on a ainsi la liste des produits. Cependant, aujourd'hui, on a des produits qui sont plus ou moins efficaces selon les cibles. Donc un autre tableau permet d'avoir justement ces synthèses au niveau des efficacités par rapport aux observations soit producteurs, soit niveau d'efficacité évolué. Ce qui est intéressant, c'est que cette base peut être tout à fait utilisée interfilière. Donc moi, j'ai supprimé les autres filières parce que ça noyait un petit peu la base dans le nombre de données. Mais beaucoup de produits sont actuellement avec des homologations interfilières, donc il est tout à fait possible de travailler sur cet outil en interfilière. Et la Chambre s'est aujourd'hui engagée à réutiliser cette base pour en faire une plateforme un peu plus fonctionnelle qu'un simple fichier. Donc j'espère d'ici la fin de l'année pouvoir proposer un outil interactif plus facilement utilisable. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et puis maintenant on va tâcher de répondre à l'ensemble de vos questions qui ont été nombreuses. Moi, au tout début, j'ai vu une question concernant les experts interrogés. Qui étaient-ils? Donc, en effet, j'ai eu à peu près 80 entretiens. Alors, une partie d'entre eux étaient des experts et des référents des Pays de la Loire pour l'ensemble des filières végétales représentées sur la région. Donc, c'était soit des animateurs de groupes défis, des conseillers en production végétale pour la filière considérée, des responsables d'expérimentation au sein d'instituts techniques. Et puis après, ce panel était complété par exemple des experts leviers au sein d'instituts nationaux ou des chercheurs. L'idée, en fait, c'est que ça m'a permis de recouper avec des données régionales pour mieux appréhender les freins et les pistes de réflexion pour chacun des leviers travaillés. Donc pour faire le panorama à la fois des pratiques actuelles au niveau territoire Pays de la Loire, mais aussi des projets et des pistes de réflexion qui, somme toute, se travaillent pas que en Pays de la Loire. J'ai une question qui concerne, je pense, plus Maxime. Donc je la lis. Pour la gestion des nématodes à gales en maraîchage sous abri, beaucoup de produits existent et sont commercialisés. Aucun n'ont montré une efficacité en test en champ ou en interrogeant les producteurs. Quelles peuvent être les causes de décalage entre promesses et réalité de l'efficacité selon votre expérience? Merci pour cette question. Alors, j'élargirai à un ensemble de produits de biocontrôle sur les maladies de sol vis-à-vis de... Bon, là, il s'agit d'un ravageur en l'occurrence, mais beaucoup de traitements de sol montrent des efficacités extrêmement variables. Je pense notamment également à des problèmes de pythium ou autres, où des fois on a des complexes qui posent des problèmes. Alors pour répondre à la question, je pense que le sol est quelque chose de vivant et je pense que l'évaluation des produits de biocontrôle doit être revue. Aujourd'hui, on a des produits qui arrivent et qui ont des efficacités qui peuvent aller des fois de 10 à 100% sur un même produit quand on fait les tests au champ. Je pense qu'il faut beaucoup plus encadrer ces niveaux d'efficacité, pas forcément retarder non plus l'évaluation des produits parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue par rapport aux besoins qu'on a actuellement sur le terrain. Mais c'est pour ça que j'ai créé cette base. Je pense qu'on a vraiment un besoin d'acquérir des connaissances de façon beaucoup plus rapide sur les produits. Je pense qu'il y a des équilibres dans le sol notamment qui sont largement sous-estimés vis-à-vis des produits, qu'on n'a pas forcément des produits inefficaces,
contrairement à ce qu'on peut entendre, mais qu'il y a des choses à encadrer. Alors que ce soit en application, que ce soit en travail de sol, que ce soit en composition du sol, peut-être mettre dans le cadre spécifique des nématodes, on est sur un ravageur qui a des cycles qui doivent être cassés pour pouvoir diminuer cette population. On a une population qui peut se refaire très rapidement. On l'a vu dans tous les projets XP qui ont mis des leviers en place vis-à-vis de ça. Et on est sur des cultures qui sont très longues. Alors avec souvent des produits qui ont des efficacités qui sont sur 1, 2, 10 à 3 mois avec des libérations lentes, etc. Mais bon, ça reste à prouver. Je pense qu'il faut des réapports, il faut des solutions liquides qui puissent être apportées aux cultures en cours de culture. Enfin voilà, tant qu'on n'aura pas ces solutions-là, je pense qu'on aura des gros problèmes et des surprises au niveau des efficacités. Une autre question qui était est-ce que le maquereau se nourrit du souci? Alors tout à fait. Le maquereau est un ravageur qui mange, le Macrolophus pygmaeus est un auxiliaire pardon, qui se nourrit également donc de sucre de plante. C'est bien le problème qu'on a dans les serres chauffées. Souvent on a un surplus de cet auxiliaire qui devient ravageur et qui abîme les plantes et les fruits. Donc en l'occurrence, il devient phytophage lorsqu'il n'a plus rien à manger et lorsqu'il manque de ressources. Donc il se trouve qu'il adore le souci, donc ça lui permet de se nourrir sur toute la phase hivernale. Mais dans le cadre des essais, donc les producteurs ont peur, donc ils ont tendance quand même à faire deux nourrissages sur l'ensemble de l'hiver, ce qui est pas suffisant, mais voilà, psychologiquement ça les aide. Mais ils se contentent du sucre du souci et ils se contentent très très bien de cette culture. Et c'est une culture qui habite très bien les œufs et les différents stades larvaires de cet auxiliaire. Alors, autre question, dans l'outil développé par Défi à la Chambre d'agriculture, est-ce que l'avis sur l'efficacité concerne que les produits de biocontrôle avec AMM ou concerne-t-il aussi les substances de base que vous semblez considérer comme des agents de biocontrôle? Alors sur la base, donc je suis encore en discussion avec l'ANSES, je souhaiterais l'élargir au maximum parce que sur les terrains, alors c'est une discussion, hein, mais sur le terrain on a également beaucoup de solutions qui tournent, on a aussi beaucoup de biostimulants où on a très très peu de recul. Donc cette base se voulait à recueillir l'ensemble des observations terrain qu'on peut avoir, même si ça soulève énormément de questions réglementaires aujourd'hui. On a des fois des usages, des déviements, des utilisations sur des ravageurs alors que ça devrait pas être autorisé. Et on voit des choses sur le terrain qui pourraient faire gagner du temps, qui pourraient pousser des firmes à faire des dépôts d'AMM sur des cultures mineures ou sur des usages non évalués en premier abord. Donc je souhaitais vraiment ouvrir cette base sur l'ensemble de ce qu'on peut observer sur le terrain aujourd'hui. Alors, efficacité produit biocontrôle en fonction du sol, mais aussi en fonction des itinéraires techniques. Est-ce que tu peux commenter? Oui, alors je pense que le biocontrôle aujourd'hui est quelque chose de nouveau par rapport au chimique. Donc on a des produits qu'on ne maîtrise pas encore très très bien, avec des fois juste un fond de cuve ou d'un produit précédent qui peut totalement changer l'efficacité du produit. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Quand je vois par exemple des fois des optimums de pulvérisation où on veut pas trop de gouttelettes, des choses comme ça peut varier sur des produits de biocontrôle. Donc peut-être qu'il faudrait retravailler beaucoup de choses. Je pense notamment à des pulvérisateurs peut-être spécifiques, des traitements d'eau qui seraient peut-être malheureusement nécessaires. On n'en parle pas, mais il y a aussi tout ce qui est mélange de produits ou qui est quelque chose de commun sur une exploitation. Mais moi, j'ai eu des produits biocontrôle qui, juste avec un ajout d'adjuvants tels que du silhouette ou autre, ont complètement perdu en efficacité. Enfin voilà, donc il y a tout ce qui est association aussi qui est beaucoup à travailler. Tout ce qui est buse, utilisation, usage, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à commenter et à retravailler. Et ça, il faut qu'on le fasse en groupe parce que on a tous des observations terrain et il faut qu'on gagne du temps sur ces choses-là. Alors, est-ce que la base de données est ouverte à tous en lecture et qui la remplit? Alors aujourd'hui, comme je suis sur un simple fichier, je l'ai ouvert à tous, oui. Demain pour le site, je sais qu'il faudrait que j'ai ce débat.
avec ma hiérarchie. Donc pour l'instant, voilà, je sais pas. Aujourd'hui, elle est ouverte à tous en écriture et en lecture. Le lien a été partagé au niveau d'une présentation à Balandran. Je le remettrai également sur la présentation. Sinon, il suffit de m'envoyer un mail et je vous enverrai une ouverture à la base. Alors, qu'en est-il de l'acceptabilité des producteurs quant à la modification des itinéraires techniques pour caler des produits de biocontrôle? Augmentation du nombre d'applications, stades différents, etc. Alors là, il n'y a pas une solution. Chaque producteur a son niveau d'acceptabilité. Je prendrai un biocontrôle en particulier. Pour un même niveau d'efficacité, un producteur va pas l'évaluer du tout de la même façon. Pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec du chimique, ça va souvent être évalué de façon plus négativement, alors que pour quelqu'un qui est en AB, qui a l'habitude de faire d'autres types de traitements, va le surévaluer et va parfois dire moi je l'utiliserai qu'en dernier recours. Donc chaque itinéraire se travaille avec chaque agriculteur et c'est bien pour ça que les changements d'itinéraire demandent un accompagnement qui est parfois plus important que d'autres. C'est souvent une critique que j'entends vis-à-vis des filles. Je vais reprendre quelque chose qui m'a été dit il y a 2 jours par un collègue. Oui, vous mettez beaucoup de temps à encadrer 10 agriculteurs. Quel est l'impact au niveau, ne serait-ce que des agriculteurs, au niveau de votre département? Alors c'est quelque chose que Défi est en train de travailler très fortement depuis 1 ou 2 ans. On voit normalement par exemple la plateforme Gecko. Vous avez pu voir qu'elle a été largement reprise dans la présentation en amont. Il y a également des vidéos qui sont en train de se faire au niveau de l'ensemble du réseau. Et aujourd'hui, les visites, les ouvertures techniques sont très largement ouvertes aux agriculteurs des zones. Il faut aussi savoir que donc il y avait un outil de saisie des données au niveau du défi qui n'était pas encore tout à fait au point. Aujourd'hui, il est en train de beaucoup évoluer sur ces dernières semaines et on devrait enfin avoir des niveaux et des itinéraires et des documents qui pourront être communiqués sur l'ensemble des données saisies depuis l'ensemble de la création du réseau. Donc je pense qu'on est à un tournant aujourd'hui du défi et de ce système et qu'on va arriver aujourd'hui à des outils de communication beaucoup plus performants. Il faut laisser le temps des fois pour la communication. Alors, concernant l'usage des biostimulants, on peut observer des effets, mais selon la réglementation, pas de communication sur un effet phyto. Comment vous allez contourner ce point réglementaire? Alors, je ne veux pas parler de contournement, mais le point est effectivement au cœur des débats. Aujourd'hui, en communication, on ne peut pas en parler. Voilà, clairement. Cependant, il ne faut pas s'interdire le fait de noter ses efficacités parce qu'on ne sait pas comment la réglementation va évoluer. On ne sait pas dans les 1 an qui viennent quel tournant va prendre la structure qu'on a aujourd'hui sur le biocontrôle et les biostimulants. Or, on a énormément d'observations terrain de ce type-là. Et on a aussi énormément de commerciaux qui abusent de cet usage. Donc il est très important de bien encadrer la communication sur ces effets. Combien de fois on a vu sur les réseaux sociaux des usages de biostimulants qui auraient des efficacités, alors que nous, sur le terrain, on sait très bien que c'est peut-être ce qui a été observé sur 1 m², mais que si on regarde l'ensemble de la parcelle, ce n'est pas le cas. Donc, certes, c'est parfois frustrant, mais j'insiste sur le fait qu'il faut pour l'instant conserver le cadre et pas forcément le contourner. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, à minima sur l'instant, de recueillir l'ensemble des observations terrain. Alors, voyez-vous une progression des solutions de biocontrôle dans les pratiques des maraîchers conventionnels sur 2018? Alors, je vais être clair. Au niveau du groupe, aujourd'hui, au niveau de mon groupe et des agriculteurs que je suis, donc j'ai également monté un 30 000 en biocontrôle, enfin un dépôt qui vient d'être fait, donc j'espère qu'il passera. J'ai des fois plus de facilité à faire accepter des levées de biocontrôle chez les conventionnels. Je vais prendre 2-3 exemples qui vont parler à tous. Si on a un problème sur un biocontrôle, on a toujours des solutions chimiques pour rattraper la situation dans un cadre conventionnel. Chose que si un agriculteur en AB se fait dépasser par la situation, il n'est pas foutu, mais il est mal barré. Donc aujourd'hui, j'ai des agriculteurs en conventionnel qui vont plus loin que certains agriculteurs en AB.
Voilà, donc ça c'est une première chose, et qui sont parfois à prendre plus de risques. L'autre chose, c'est que aujourd'hui, les solutions de biocontrôle sont encore en travail, et on a beaucoup de solutions qui nécessitent des passages de pulvérisateurs tous les 3 à 10 jours. Vous voyez tous le genre de produit dont je parle. J'ai eu le cas il y a pas longtemps d'un producteur avec un système qui avait marché sur l'année dernière, donc avec effectivement un produit de biocontrôle en préventif, avec des passages réguliers, qui s'était engagé à le mettre en place et qui l'a fait. Et qui effectivement a eu de meilleurs rendements, une meilleure production, une meilleure protection, et du coup, voilà, il était très content de la situation phytosanitaire. Malheureusement, il a des voisins qui l'ont vu sortir son pulvé toutes les semaines et il s'est pris des remarques au niveau de son point de vente. Donc aujourd'hui, il a un itinéraire fonctionnel qui marche, qui a apporté des solutions, mais qui ne remet pas en place à cause de l'avis du public. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Donc il a beau avoir défendu son point de vue, l'avis va plus vite souvent que l'explication. Donc ça reste un problème sur les biocontrôles, et je pense qu'on a travaillé ces solutions pour ne pas avoir les agriculteurs à traiter toutes les semaines, parce que ça reste une vraie limite sur le terrain. Alors, une remarque sur la réglementation qui doit sécuriser les usages et pratiques des producteurs. Je ne sais pas si tu as un point de commentaire là-dessus. J'aimerais un peu plus de précision par rapport à cette remarque. Elle peut être prise de beaucoup de façons différentes. Ok. Donc en attendant des précisions, Géraldine Hay qui précise que pour information, le Parlement européen a voté cette semaine la nouvelle réglementation engrais incluant les biostimulants selon la définition de l'EBIC. Oui, alors donc ça c'est une c'est une bonne nouvelle, effectivement, c'est bien. Cependant, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Enfin, je connais certains engrais qui ont tendance par exemple, à tuer du trips plus vite que certains produits chimiques. Donc, des fois, je me pose quelques questions là-dessus aussi. Va falloir un encadrement sur beaucoup de pratiques vis-à-vis des biostimulants, je pense. Donc, oui, c'est une bonne chose, c'est une première avancée. Donc, il y en a encore beaucoup à prendre. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'on soit tous réactifs et que des outils nous soient proposés pour échanger sur toutes ces données. Parce que les questions des producteurs, c'est tous les jours. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment, ou alors elles sont en cours de rédaction. Donc, voyant l'heure qui tourne, je vais conclure. Et puis, si jamais il y a une question qui arrive, elle arrive. Donc, précision, il y a effectivement un risque d'amalgame. La réglementation est encore gage de qualité de produit et de sécurité. Par rapport à la réglementation doit sécuriser les usages et pratiques des producteurs. Alors je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça qu'il faut tout à fait respecter cette réglementation, elle nous protège tous, et c'est le cœur de notre métier et de notre travail. Cependant, on est parfois limité, on a des biocontrôles qu'on sait qui marcheraient, qui sont disponibles parfois au niveau européen et autres, et des fois il faut attendre 1, 2 ans, enfin beaucoup trop longtemps pour avoir cette solution disponible. On a eu beaucoup de retraits avec aujourd'hui des impasses. On a eu le métham sodium qui a été retiré, et alors que des travaux de recherche s'étaient déposés pour le travailler, ils ont été refusés. Donc voilà, enfin on a des solutions des fois qui arrivent un peu à court. Aujourd'hui, en agriculture biologique, on a le Novodor qui n'est plus commercialisé. Comment vont faire les bios cette année lorsque les Doryphores vont arriver? Voilà. Est-ce qu'il va pas y avoir des détournements d'usage? Je me pose des questions. Bon voilà, on a beaucoup de cas comme ça, les acariens sur haricots aussi, où il peut y avoir des manques. Enfin, on a besoin de solutions, on a des solutions de biocontrôle qui existent, qui sont déposées, on a des AMM en cours. La réglementation, c'est bien, il faut pas aller trop vite. La sécurité alimentaire, c'est le premier levier, je suis sûr, mais je suis certain qu'il y a moyen d'aller un petit peu plus vite sur certains points, et qu'il y a des soucis, il y a des possibilités de raccourcis en élargissant nos réseaux et en travaillant de concert avec nos partenaires internationaux. Alors, une dernière question sur le biocontrôle et le traitement de semences. Je ne sais pas si toi, tu as des éléments là-dessus. Je maîtrise mal le traitement de semences, je préfère ne pas me prononcer vis-à-vis de ce critère-là. Je sais qu'il y a certains usages
qui sont faits. Mais voilà, je sais pas après la diversité qu'on peut retrouver. Pour info, j'ai cité le projet Green Protect qui s'est achevé en 2017, si je ne dis pas de bêtises, qui portait justement sur le développement d'alternatives naturelles pour la protection des semences. Donc à suivre. Je ne sais pas personnellement où ça en est, mais en tout cas, il y a des travaux qui sont menés là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup d'huiles qui sont travaillées sur les semences. Voilà, je sais pas où en sont les résultats d'essais et les intégrations au niveau des itinéraires chez les semenciers aujourd'hui. Alors on va. Trop de questions. En effet, c'est peut-être plutôt le projet Acide, en effet. Mais oui, c'est ça. Donc le projet Acide sur la protection de semences alternatives. Très bien, merci pour ces questions et ces réponses. Alors on va conclure. Donc déjà, je vais commencer par remercier Maxime pour sa présence et son témoignage. Merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Pour information, il s'agit d'un premier épisode d'une série, puisque dans ce projet, on a travaillé sur, comme je l'ai dit, une multitude de leviers. Donc l'objectif, ce sera de restituer l'ensemble des résultats pour les leviers identifiés comme leviers d'action prioritaires pour notre territoire. Donc vous serez tenu au courant de la suite de cette série dont le deuxième épisode ne devrait pas trop tarder. Donc pour information, les thématiques qui ont pu être retenues, c'est notamment le désherbage alternatif, désherbage mécanique, l'optimisation de la pulvérisation, les outils d'aide à la décision, mais également les plantes de service comme levier à la fois pour la gestion des adventices, mais aussi pour la gestion des insectes et des maladies. Donc c'est potentiellement l'épisode qui arrivera prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous informer si vous souhaitez être tenu au courant. Et dans tous les cas, on communiquera très rapidement pour un prochain épisode. Concernant le diaporama, il vous sera communiqué. À savoir qu'en effet, vous y verrez des liens, comme le disait Maxime, vers des fiches GECO. Donc GECO, on ne l'a pas forcément détaillé, hein, c'est un outil du type Wikipédia technique, pour le moment pour plutôt un public d'experts, mais qui pourrait s'ouvrir à un public d'agriculteurs, et donc qui se comporte avec des fiches techniques ou des fiches d'exemple de mise en œuvre et un forum de discussion. Et donc les liens que j'ai pu mettre, plutôt que d'insister lourdement sur la technique des solutions présentées, redirigent vers les fiches correspondantes. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous faire remonter vos remarques lors de la transmission de l'enquête de satisfaction. Et à nouveau, merci pour votre participation.